Bonjour à tous. Donc on va attendre bien sûr 11h30 pour lancer vraiment le tutoriel, hein, tant que l'ensemble des personnes qui souhaitent nous rejoindre le fassent. Bien, donc merci hein, pour les participants de s'être intéressés à ce beau sujet. Donc j'attends encore quelques secondes pour démarrer, hein, mais on va le faire très rapidement. Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre, hein. Vous êtes bien sur donc le webinaire de Smart Testing, euh, qui est donc dédié aujourd'hui à la maîtrise des erreurs de l'IA, mais spécifiquement dans les activités, dans nos activités hein, liées au test logiciel. Alors, mon nom est Bruno Lejar et je suis responsable au sein de Smart Testing du laboratoire IA, qui est une équipe d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent sur des technologies intégrées dans les produits et qui évidemment nous amènent voilà, à creuser les différents sujets liés à l'IA pour les tests, hein, puisque notre spécialité, c'est vraiment outiller les activités de test logiciel. Donc en deux mots, hein, on a un éditeur voilà, d'outils de test créé en 2015, un spécialiste donc sur les technologies IA, et on a deux produits. Un produit de conception de test basé sur les workflows IA, et puis un produit qui va permettre d'optimiser donc les tests à partir de l'analyse de l'usage. Et puis depuis un an maintenant, on a mis en place pour partager justement les connaissances du laboratoire IA une formation sur 2 jours accélérer donc les processus de test avec l'IA. Donc voilà, hein, pour le contexte, je n'irai pas plus loin là-dedans, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, de quoi on veut parler aujourd'hui? Ben, on sait tous hein, et on le vit tous à chaque fois pas à chaque fois, mais lorsqu'on utilise l'IA générative, hein, les modèles de langage dont on va parler, et bien évidemment, on sait que il y a tout un ensemble d'erreurs qui peuvent arriver, qui se produisent. On appelle ça dans le langage courant des hallucinations, mais vous allez voir que
ce n'est pas que des hallucinations au sens des confusions du modèle, qu'il y a par exemple des erreurs de raisonnement ou des incomplétudes, et que finalement, il faut rentrer vraiment dans ce que sont ces erreurs pour pouvoir mieux les anticiper. Parce qu'à l'arrivée, c'est ça le sujet, hein, c'est comment mieux utiliser l'IA, éviter du retravail derrière de ce que nous aide à produire l'IA. Ben, évidemment, c'est avoir le plus possible donc une stratégie et des capacités de prévenir et de détecter, bien sûr, mais aussi de prévenir. Et ça passe par une bonne compréhension, et c'est ce que voilà, je vais essayer de partager aujourd'hui. Alors, ce webinaire, il s'inscrit finalement dans une série qu'on avait initiée l'année dernière, hein, donc en 2024, où progressivement on a abordé finalement à la fois qu'est-ce que l'IA générative, comment prompter, quelle feuille de route, et puis récemment on avait partagé un peu l'apport des modèles de vision, et aussi proposé donc une synthèse dans un e-book, et tout ça vous pouvez le retrouver sur notre site. Donc voilà, ça complète finalement ce qu'on a mis à disposition de la communauté. Alors, rentrons dans le sujet. Donc, c'est important de distinguer différents types d'erreurs de l'IA générative en général, mais ce qui va nous intéresser, c'est évidemment pour les tests. Donc, ce qu'on connaît le plus facile, ce qui est le plus grand public finalement, hein, ce sont les erreurs factuelles, qu'on appelle aussi les hallucinations. Mais nous, on est aussi très concernés par ce qu'on peut appeler les violations de contexte, c'est-à-dire que les informations, la mise en contexte de l'IA n'est pas respectée, pas totalement respectée, on va le voir hein, sur un exemple, mais aussi on peut utiliser l'IA pour faire des tâches qui demandent du raisonnement, qui peuvent demander du calcul, et on sait que sur justement ces aspects de raisonnement, c'est un champ de progression actuel, donc les modèles sont soumis à des erreurs. Et lorsque on travaille en code, plus spécifiquement, eh bien évidemment, il y a des erreurs dans le code, il y a des incomplétudes, et on a aussi évidemment à faire face à la limite des connaissances du modèle du point de vue des données avec lesquelles il a été entraîné. Donc on parle bien évidemment hein, des modèles d'IA générative, et les modèles, en particulier les modèles textuels, hein, sont appelés les grands modèles de langage parce qu'ils sont entraînés évidemment sur des très très grands bases de corpus de texte et d'images d'ailleurs, hein. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail, et puis l'objectif, ça va être de voir ça en pratique, hein, eh bien, les erreurs factuelles, on parle d'hallucination, euh, de désinformation, et on dira un tout petit mot, mais sans rentrer dans, parce que ça concerne un peu moins les tâches de test. Et vous voyez, au niveau erreur de raisonnement, eh bien, on va être sur par exemple, des incohérences ou des omissions dans les étapes, alors que sur la partie contexte, eh bien, on peut avoir des résultats qui vont être en contradiction avec les informations, les données précises contextuelles de notre projet. Et évidemment, tous ces types d'erreurs, comme les limites de connaissance, hein, il faut voilà, avoir une vision assez précise de leurs causes aussi, et pouvoir anticiper quand est-ce qu'elles vont arriver. Alors, la source de ces erreurs d'un point de vue plus fondamental, hein, c'est l'algorithme. C'est finalement la technologie qui est au cœur de l'IA générative et des grands modèles de langage, c'est-à-dire où on est basé sur un modèle donc d'apprentissage profond, de deep learning, qui a donc capacité à apprendre sur des très grands corpus de données, y compris des cas de test, évidemment, du code de test, mais qui raisonne par probabilité statistique, c'est-à-dire qu'il génère l'information suivante en tenant compte finalement de son corpus d'apprentissage pour générer du vraisemblable, hein, ce qui est plausible, mais on sait tous que ce qui est vraisemblable ou plausible n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément correct. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que on ne peut pas résoudre de façon générale le problème des erreurs de modèle. On aura toujours des erreurs de modèle, donc ça c'est absolument une donnée, un fait, avec les algorithmes actuels, hein, avec la nature de l'IA générative, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de valeur, parce que évidemment, on a beaucoup de valeur dans la capacité à nous assister
pour des tâches de test, mais il faut tenir compte de ces erreurs. Et donc, évidemment, le modèle est dépendant des données sur lesquelles il a été entraîné, ce qui veut dire que ces données, elles peuvent être problématiques, hein, mais aussi ces données, elles peuvent être obsolètes d'une certaine façon. Donc, c'est aussi des éléments sur lesquels dont il faut tenir compte. Alors, je ferai un article de blog associé à ce webinaire auquel vous pourrez avoir accès, qui permettra d'expliquer un peu mieux. Là, j'ai fait un tableau original qui est une collection finalement d'un ensemble de papiers, je mettrai les références, sur l'évaluation actuelle. Hein. On parle évidemment d'analyse de cette, disons, des derniers mois. C'est des publications principalement des derniers mois. Et ce que je veux mettre en évidence ici, c'est le degré d'erreur suivant le type de tâche. Et vous voyez, si on regarde ceux qui ont finalement qui ont des scores assez importants en taux d'erreur, eh bien, on va retrouver ce qui est donc les tâches qui vont nécessiter du raisonnement ou des calculs, parce que historiquement, un modèle de langage n'est pas fait pour ça, même s'ils ont beaucoup progressé, hein, on va le voir. Et puis, lorsque je vais avoir besoin d'exploiter des informations volumineuses, le risque que mon modèle se perde est assez fort. Hein. C'est ce qu'on appelle le contexte long. Par exemple, je vais lui passer des informations métiers, des specs sur des dizaines de pages. Et bien là, on augmente le risque. Hein. Plus l'information nécessaire est en contexte est importante. Après, on voit d'autres tâches qui peuvent être sujets à un taux d'erreur assez significatif, hein, comme la compréhension des images, qui peut être parfois partielle. On parle d'hallucination visuelle dans ce cas-là. Et puis bon, voilà, je vais pas tous les passer en revue, mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que effectivement, suivant la tâche, on a des probabilités, en tout cas on a des risques qui peuvent être plus élevés que sur d'autres tâches. Mais ces tâches-là sont des tâches générales qui ne sont pas spécifiquement celles que nous on fait en test. Et donc, c'est intéressant de pouvoir être plus précis, hein, de pouvoir regarder plus précisément les erreurs vis-à-vis des activités de test, de l'IA pour les tests. Alors, je ne vais pas passer en revue comment dire, l'ensemble des cas d'usage, hein, et cette liste n'est d'ailleurs pas exhaustive. Le point important ici, c'est que l'ensemble des groupes d'activité du processus de test peuvent bénéficier de l'IA générative. Et évidemment, c'est des types de tâches qui peuvent être assez différents les uns des autres. Hein, par exemple, faire de l'analyse de rapports d'anomalies, c'est pas la même chose que générer des tests ou que améliorer donc les user stories, hein, par exemple, en termes de cas d'usage. Mais on sait tous que finalement, l'impact de l'IA générative est vraiment disséminé sur l'ensemble du processus de test et l'ensemble des groupes d'activité, hein, tel qu'on le voit par exemple en ISTQB. Alors, soyons un tout petit peu plus précis et puis peut-être plus en phase avec notre actualité. Le CFTL a fait une enquête sur la fin de l'année, là, dont les résultats ont été publiés à la journée IA et sont en ligne maintenant. Et cette enquête, qui est une enquête en France, hein, une des questions concernant les cas d'usage prioritaires que finalement, dans les équipes de test, on a mis en avant, sont mis en avant. Et c'est assez intéressant de voir finalement qu'il y a un groupe qui se dégage tout à fait nettement, avec derrière, évidemment, d'autres cas d'usage, hein, puisqu'on l'a dit, il y a quand même beaucoup de cas d'usage possibles sur le process de test et intéressant, mais on voit cette dichotomie et qui correspond finalement à ce sur quoi finalement une partie en tout cas les répondants ici se sont lancés en premier lieu. Donc on retrouve l'amélioration des bases de test, hein, au sens l'amélioration donc des user stories, des exigences, des critères d'acceptation, et on sait que c'est un sujet majeur, hein, parce que on a besoin pour tester
de matériel en entrée pertinent, de qualité. La conception de tests est un sujet mis en avant. Et puis évidemment, les assistants à l'automatisation pour évidemment la production du code, mais aussi la maintenance de ce code, hein. On connaît voilà, l'intérêt des techniques de self-healing, d'autocorrection, par exemple, des locateurs. Mais vous voyez, on voit bien ces cas d'usage comment dire, être en avant. Et du coup, ben, j'ai cherché un peu à rentrer dans le concret parce que l'objectif de ce webinaire, hein, c'est de vous montrer des choses concrètes et puis d'ouvrir la discussion et de permettre de réfléchir finalement à ce qui va nous faciliter l'anticipation de ces erreurs-là. Donc, j'ai préparé 3 démos qui sont en partie en lien avec ces cas d'usage-là, hein. Donc là, sur les erreurs factuelles, c'est plus de l'analyse de documentaire, hein, que je vais vous montrer pour finalement des confusions du modèle, hein, et on saura expliquer pourquoi finalement il y a ces confusions. Ensuite, je vous montrerai une tâche donc d'aide à la comment dire à la génération des critères d'acceptation, hein, et vous verrez bah, que finalement, en particulier dans un contexte où on passe une image, on verra que le travail est finalement, le résultat est assez approximatif de l'IA. Donc, c'est des erreurs, hein, c'est pas satisfaisant. Et on essaiera aussi là de comprendre pourquoi, les raisons qui. Et puis, on fera aussi, donc cette fois, en estimation des efforts de test, hein, je vous montrerai donc un autre exemple et les limites, mais aussi le potentiel de l'IA générative dans du raisonnement et dans des tâches qui demandent plus de calcul, finalement, de calcul au sens mathématique. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sujets, hein, sont pas pertinents. Au contraire, hein, on l'a vu, voilà, mais c'est assez représentatif et puis voilà, je voulais gérer le temps. Ok, alors commençons à rentrer dans le concret, hein. Donc, bah, le premier exemple est tout simple, hein. Je me suis intéressé, vous savez, sûrement une partie d'entre vous, vous êtes certifié donc ISTQB, au niveau fondation, et dans la certification de compétences ISTQB, eh bien, il y a des versions régulières. La dernière version date de 2023 et c'était finalement une version qui a permis de mieux intégrer les tests en agile, hein, dans le syllabus de niveau fondation et certainement qu'une partie d'entre vous, comme moi par exemple, on a passé notre certification avant 2023 et on n'a pas besoin de la rafraîchir, mais finalement, on peut se poser des questions. Bah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Par exemple, j'ai entendu dire que sur les types de tests, ça avait un peu bougé, ce qui est le cas. Alors, bah, pourquoi pas demander à l'IA de me préciser ça. Donc voilà ce prompt. Alors, vous voyez, c'est une tâche tout simple, hein, c'est liste les types de tests présentés dans la version 4 du syllabus. Donc la version 4, c'est maintenant la version officielle. Donc si ici je vais sur là, donc je vais prendre ce prompt là, hein, je fais un copier-coller ici, et puis je vais maintenant alors je suis embêté parce que j'ai j'ai quelque chose qui masque. Alors, je suis avec ma collègue Emma et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que pour les questions, bah, c'est important qu'on garde du temps pour les questions et qu'on a une phase donc pour ça. Et s'il vous plaît, mettez vos questions dans la partie chat. Et Emma va m'aider pour ça et en particulier lire les questions voilà, qui sont remontées de façon à ce que on puisse les traiter en fonction du temps disponible. Emma, donc je suis désolé, hein, je fais appel à un ami, j'ai un petit masque sur mon navigateur. Sais-tu comment je peux enlever cette barre zoom là qui m'ennuie? Ah, ici, peut-être en faisant ça. Ça y est, c'est résolu. Donc, désolé, je fais perdre du temps. Alors, vous allez voir, hein, je vais vous montrer plusieurs outils pour accéder à des LLM, hein. Vous en utilisez sous différentes formes, vous aussi. Et je vais commencer par ah mince, non, ouais. Je vais commencer par la plateforme qu'on utilise en formation. Donc, on a développé un agrégateur de modèles LLM qui permet de prompter sur plusieurs LLM en parallèle, hein. Donc, j'ai une liste de 15
modèles, donc de 15 IA génératives, et je vais pouvoir choisir. Donc je vais prendre par exemple 3.5 Turbo, et puis je vais rajouter à ça, par exemple, un modèle de très bonne qualité, hein, qui est Claude 3.5, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc je pose le prompt, et vous vous rappelez, hein, cette tâche, c'est la tâche qui consiste à définir, à lister quels sont donc les tests, les types de tests, pardon. Et si je vous montre quelle est la source de la vérité, hein, qu'on retrouve donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le syllabus ISTQB niveau fondation. Et dans le chapitre 2, ben, on a les niveaux de test, hein, que vous connaissez bien. Il y a maintenant 5 niveaux de test dans ISTQB, et puis les types de tests. Et le choix qui a été fait, qui peut être discutable d'ailleurs, hein, c'est de présenter les types de tests au travers de 4 types de tests: fonctionnels, non fonctionnels, boîte noire, boîte blanche. C'est tout simple, hein. Ce qu'on attend, c'est la liste de ces 4 donc de ces 4 types de tests. Alors, retournons donc aux résultats. Là, vous voyez que comme j'ai 2 modèles, j'ai 2 résultats en parallèle, c'est intéressant, ça me permet de voir. Eh bien, dans les 2 cas, quel que soit le modèle, je vois que ça commence pas mal, mais il n'arrive pas. Alors, non, déjà, voyons 3.5 Turbo, parce que beaucoup d'entre vous ont accès dans leur entreprise, en particulier si c'est une grande entreprise. Il y a souvent donc un GPT qui a été mis en place, et souvent il y a 3.5 et 4, mais voyons ici 3.5. Eh bien, vous voyez que là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a un mélange. On voit bien qu'il va nous parler de test d'intégration, qui a un niveau de test, de test d'acceptation, test de convivialité, qui est, enfin, ou test de maintenance, par exemple, qui est un type de test non fonctionnel. On voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Là, il y a une confusion qui est faite entre type de test, niveau de test et différents types de tests. Alors, c'est mieux chez Claude, voire beaucoup mieux, puisque on retrouve bien nos 4 catégories, c'est pas mal, mais il n'arrive pas à s'arrêter. C'est souvent le cas. Les IA génératives ont du mal à s'arrêter, c'est-à-dire qu'il va être dans la continuité de la connaissance, et il ne va pas s'arrêter aux 4 catégories qui sont donc celles qui sont présentes dans le syllabus, mais il va aller au-delà et nous présenter en particulier, qui est juste la section suivante, à savoir les tests, les tests liés au changement, un test de confirmation, de régression, maintenant. Donc c'est pas mal, mais pas exactement la réponse que j'attendais, dans la mesure où il a. Alors, vous allez me dire, bah, peut-être on peut prendre un modèle plus gros, en tout cas, alors 3.5 est aussi gros que 4.0, hein, mais en tout cas le modèle phare ici de OpenAI, et on va voir, hein, ce qu'il nous dit. Donc là, on retrouve, et là, alors, et là, on voit qu'il se met à bugger. Vous voyez, il est en train d'afficher Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je demande à ma collègue. Ouais. Donc, vous voyez bien l'écran, et vous voyez là, il part en fait dans la confusion, qui est confusion type de test et niveau test. Alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, les débutants en test font souvent la confusion, niveau de test, type de test, et c'est vrai, il y a un peu de confusion autour de ces concepts, mais pour autant, c'est pas ce qu'on attend de l'IA. Et vous voyez, si on revient maintenant un peu plus à l'explication de pourquoi est-ce que j'ai cette situation-là, hein, puisque ce que vous avez vu, hein, j'ai essayé 3 modèles, et dans les 3 cas, eh bien, la réponse est la suivante. C'est que dans ce cas-là, il se trouve que dans les données d'apprentissage de ces modèles, hein, et clairement, le modèle GPT-4o a vu ces connaissances-là en version 4.0, puisque la publication date donc de début 2023, de mai 2023, je crois, et on est dans les données, on est antérieur à la limite des données qui ont été vues dans l'entraînement du modèle. Et ça veut dire que là, on est vraiment dans une confusion, une hallucination qui est liée à la proximité
dans les données d'apprentissage, il y a beaucoup de données qui traitent de ISTQB, puisqu'il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de vidéos, et que tout ça amène de la confusion. Et donc, vous voyez, c'est un peu une première leçon apprise. On peut parler d'une forme de dérive de connaissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement la connaissance sur lequel on cherche donc sur lequel porte notre question est finalement un peu amalgamée dans des connaissances proches, il y a le risque de cette confusion où il va finalement aller un peu plus loin. Et ça, ça nous affecte directement dans les tâches de test, hein. Si par exemple, vous êtes à, à travailler sur de la génération de cas de test, hein, je prends ce cas d'usage-là, dans un domaine assez connu, par exemple sur l'authentification avec renforcée ou etc., eh bien, vous allez avoir si vous n'êtes pas capable de vraiment le focaliser, si vous n'arrivez pas à le focaliser sur ce que vous voulez vraiment, il va aller chercher plus loin des données, il va un peu mélanger et il va finalement inventer par rapport à votre propre contexte ou vous produire des informations fausses, hein. Et là, vous avez vu qu'il nous produisait des informations fausses. Donc, on comprend bien que c'est lié à la proximité de connaissances sur un domaine qui est finalement où il y a pas mal de matière dans ces données d'apprentissage et où il ne sait pas faire la distinguo entre ce qu'on lui a vraiment demandé et ce qui est connexe ou proche, hein, puisque finalement, d'un point de vue des données d'apprentissage, on trouve très souvent type de test à côté de niveau de test, parce que c'est ensemble dans le syllabus et c'est assez logique et on voit la source de la confusion ici, hein. Donc, alors, comment ça se traite? Bon, on reviendra là-dessus, mais évidemment, il faut le contingenter. Donc, il y a à la fois les techniques qui sont les techniques où on va passer l'information précise et lui dire de se limiter à cette information-là, hein. On pourrait copier la section en question, évidemment, là, il trouverait, si on lui disait de ne regarder que ces données-là. Mais on peut aussi utiliser des techniques qu'on appelle RAG, hein, je reviendrai dans un prochain webinaire là-dessus, donc Retrieval Augmented Generation, pour automatiquement aller sérialiser la recherche, l'inférence sur les données qui nous intéressent. Voilà. Donc ça, c'est c'est un premier sujet, hein, un premier risque, celui des hallucinations. Alors, vous vous rappelez, hein, je remets ça il y avait aussi le sujet des informations intentionnelles. Il se trouve que j'avais pas beaucoup d'exemples jusqu'à la semaine dernière avec l'arrivée donc du modèle chinois DeepSeek qui est extrêmement bon par ailleurs, mais lorsque vous lui posez, je l'ai fait, lorsque vous lui posez une question, par exemple, vous voulez vous rappeler un peu de quoi il s'agissait, quels étaient les événements de Tiananmen en 1989, vous allez vous apercevoir qu'il commence à générer, bon, je ne l'ai pas fait pour pas perdre de temps, et qu'il efface sa génération pour dire, ah ben non, mais je ne peux pas te parler de ce sujet-là. Et ça, c'est une forme de désinformation intentionnelle parce que la censure du gouvernement chinois s'applique sur donc voilà euh, sur la vérité historique telle qu'on la connaît. Et c'est nouveau, hein, c'est nouveau puisque je n'avais pas vu d'exemple aussi aussi clair que celui-là. Mais voilà, il faudra faire avec et avoir ça en tête. Ok. Alors, deuxième cas concret, on va s'intéresser, donc on a compris avec ce premier exemple que si on voulait des résultats précis, il fallait être assez précis sur finalement le périmètre, le contexte. Et c'est encore plus vrai lorsque la tâche de test doit se nourrir d'informations spécifiques. Par exemple, si je fais de la génération de cas de test, où là, je vais faire de l'aide à la génération de critères d'acceptation à partir de mes éléments de spécification ou des éléments du matériel projet, bah, évidemment, il faut que je mette en contexte. Et toute la question va être, est-ce que mon contexte est suffisant et est-ce qu'il est interprété correctement, d'où les erreurs hein, qu'on appelle violation du contexte. Donc, je vais vous partager un peu l'histoire. Non, pardon. Je vais vous remettre ça d'abord un instant, puis vous montrer le document, puis après on va faire donc, le, la génération. Alors, de quoi il s'agit dans mon exemple? Je traite une user story sur la
demande d'autorisation d'absence pour motif personnel. Le document que je vais vous montrer, c'est en fait le formulaire papier que j'ai trouvé sur Internet et qui consiste pour les professeurs des écoles, alors je ne sais pas s'il est encore utilisé, hein, mais en tout cas, tel que vous le voyez à l'écran, et donc c'est un formulaire qui est 2 fois la même chose avec le formulaire papier pour l'agent, pour le professeur des écoles et pour donc l'inspecteur qui va valider la demande avec, comme classiquement, j'ai une demande d'absence qui peut être pour motif personnel ou qui peut être dans le cadre des congés, etc., de maladie. Voilà. C'est assez. Et donc, là, on se situe dans un contexte projet où où je veux créer une application pour arrêter avec ce formulaire papier, évidemment. Donc, typiquement, je pars de là pour écrire mes critères d'acceptation. J'ai la user story et j'ai mon formulaire. Voilà. Et donc, si maintenant on regarde un peu plus précisément, hein, on va regarder donc ce deuxième contexte. Donc, vous voyez, j'ai ici mon prompt. Donc, je donne la user story. Alors, je vais le faire avec un autre, comment dire, non, oui, peu importe. Non, je vais rester dans notre plateforme. Je vous en montrerai d'autres. On va partir sur GPT-4o ou peut-être qu'on peut aussi regarder avec un autre modèle que j'ai ici. Voilà. Et je vais passer cette image-là. Donc, vous voyez, dans le webinaire, là, j'ai cette image-là, je l'ai sous forme d'image. Donc, j'ai le contexte ici. Et maintenant, je mets mon prompt. Hein. Donc, je passe ma user story et je demande la génération des critères d'acceptation. C'est ça. Donc, vous voyez le formulaire. Et à partir de là, il va me faire un ensemble de propositions donc, qui sont classées par type. Hein, donc, avec. Alors, je n'avais pas essayé sur Gemini en dehors de ce que je fais tout de suite. C'est pour vous montrer qu'évidemment, on a des différences entre les modèles, hein, et ça sera toujours le cas. Mais dans les deux cas, il va être trié par thématique, hein, sur, par exemple, le motif de l'absence, la date de l'absence. Alors, j'avais pris le soin d'analyser la réponse de GPT-4 et de surligner finalement un ensemble de problèmes rencontrés qui sont, et encore j'ai été gentil, hein, vous voyez, là où c'est en jaune, c'est problématique, ça n'a même pas de valeur pour moi en réalité, et où c'est inventé, mais comment dire, j'ai été gentil au sens où il y aurait pu y avoir plus de jaune. Alors, je vous prends juste un exemple. Je lui ai demandé explicitement la user story. Dans le contexte, elle traite du motif, donc de l'autorisation d'absence pour motif personnel. Et il me parle de la complétion du formulaire pour une absence de type maladie, prolongation de congé maladie, grossesse, adoption, etc. C'est faux. Ça ne peut pas être un critère d'acceptation puisqu'évidemment, ici, je ne vais pas demander de remplir des choses qui ne correspondent pas au motif de l'autorisation d'absence pour motif personnel. Et donc, on voit que le travail qui est fait, il est quand même pas, il est très erroné. Et la raison pour laquelle il est très erroné, c'est que finalement, ma requête n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne dans les données que je passe, elle n'est pas très bonne dans les instructions que je donne, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas été précis sur ce qu'il devait exploiter, je n'ai pas mis des contraintes, et que lorsque je fais cette demande un peu vague, avec des données un peu vagues, eh bien, très clairement, j'ai des réponses vagues. Voilà. Hein, donc, ça veut dire que derrière, je dois mieux travailler. Hein. Je peux anticiper ces erreurs-là, donc j'ai des erreurs, mais je sais que ces erreurs de violation de contexte, elles viennent aussi du fait que moi-même, je n'ai pas été assez précis. Alors, je m'aperçois que je suis un peu lent, ou plus exactement, je prends un peu trop de temps peut-être pour les éléments, donc je vais retourner à la présentation
et avancer un petit peu pour voilà, qu'on reste dans le temps qui est prévu, hein. Donc, vous voyez, ce deuxième cas, c'est un cas où finalement la mise en contexte, je la fais, mais je ne suis pas assez précis, rigoureux, voilà, dans finalement la façon dont je vais focaliser le modèle. Et là, c'est vraiment un travail sur le prompt, un travail aussi sur la donnée. Là, j'ai juste fait une photographie de la feuille, alors que j'aurais dû reprendre juste la partie concernée. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si obtenir des bons résultats, éviter ce type d'erreur, c'est travailler sur son prompt ici, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va éviter toutes les erreurs, mais on a une marge de progression importante sur lequel on retrouve, hein, justement les, comment dire, les bonnes pratiques donc de RAG, hein, que j'évoquais, et qui est une pratique importante pour aller extraire l'information, mais aussi de copie en contexte long. Voilà. Alors, je vais aller très vite sur la dernière, hein, pour vous montrer le cas, mais aussi où on en est. Donc, le troisième exemple, c'est un exemple de raisonnement. Et cet exemple de raisonnement, il se situe, donc il correspond donc au calcul de l'effort de test, ou plutôt à son estimation, où on a deux activités, l'activité de préparation des tests, donc conception, etc., avec les données de test, et puis l'activité d'exécution. Et on a des données, on utilise la méthode qui est décrite dans ISTQB, hein, à 3 points, qui consiste à avoir finalement une vision optimiste, probable et pessimiste. Et on va demander à partir de là donc, au modèle de calculer. Alors, je vais aller chercher mon prompt, hein, donc, que vous pouvez voir ici. Mais vous allez voir, ce que j'ai fait sur le prompt, c'est que j'ai rajouté des consignes, hein, et c'est assez important parce que sans les consignes, voilà, ça ne marche pas aussi bien. Je vais passer par un autre agrégateur pour vous montrer aussi d'autres choses. Vous voyez, cet agrégateur s'appelle Poe, et il permet de travailler. Et là où il montre une distinction au niveau des modèles. Vous voyez, on a là des modèles courants comme GPT-4o ou Claude, qui sont des modèles, ou Gemini, hein, qui sont les modèles ici de OpenAI, de Anthropic et puis de Google, et qui sont les modèles puissants, qui sont des modèles qui sont capables de faire plein de tâches. Et la nouvelle génération de modèles, c'est des modèles qui permettent de raisonner, c'est-à-dire il y a une couche d'entraînement supplémentaire pour aller découper les raisonnements en tâches, et il y a une assez grosse différence. Hein, si là, par exemple, je vais sur ce modèle-là et j'obtiens pas du tout ces résultats, enfin, avec donc des modèles standards, ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il veut que je lui donne plus de budget. Vous voyez, ça coûte cher, hein. Donc, c'est marrant. Je ne l'avais pas essayé avec ça, mais du coup, je vais vous le montrer en direct sur, sur GPT. Donc, je suis dans l'interface GPT. Je prends l'option Think, c'est-à-dire je suis bien sur la version dont je vous parlais, qui est la version 1. Et donc, on va voir ce qu'il fait ici. Est-ce que vous voyez bien mon écran, hein? Je peux agrandir un petit peu, voilà, pour que on aura une. Donc, vous voyez, j'ai juste copié le sujet, et évidemment, on voit là qu'il prend le temps de réfléchir. C'est ça la grosse différence, c'est que il va travailler en analysant la tâche à faire et les tâches, parce que je lui ai donné des consignes, et finalement, en prenant le temps de la redécouper lui-même, de redécouper, de faire des calculs intermédiaires, et de revenir en arrière, le cas échéant, hein, ce qu'on appelle du chain of thought, c'est-à-dire la capacité à finalement introduire des raisonnements par des capacités de réflexion qui sont apprises, hein, dans le modèle au moment de l'entraînement. Mais vous voyez le coût aussi, parce que ça va beaucoup plus vite, hein, dans ce que je vous montrais précédemment, puisque là, il est donc toujours en train de réfléchir. Je pense qu'il va y arriver rapidement. Oui, il est au calcul de l'écart type, hein, donc on est pratiquement à la fin du raisonnement. Voilà, confirmer les résultats, ça devient bon. Et
et mon problème est relativement petit, hein. Donc effectivement, les modèles de raisonnement sont beaucoup plus puissants, mais ce sont des modèles qui sont aussi beaucoup plus coûteux. Et ça, il faut tenir compte. Donc, la première partie est simple, hein. Il s'agit de calculer le nombre de cas de test, suivant que ça dépend de la complexité de l'exigence, hein, exigence complexe, moyenne et simple. Ensuite, on a le calcul à 3 points, c'est-à-dire avec optimiste, pessimiste et médian, hein, donc qui permet d'avoir une approximation sur les temps de préparation et d'exécution. Puis après, et donc on voit, c'est très propre, hein, on voit les formules qui sont extrêmement détaillées, et j'ai refait le calcul, hein, et effectivement, on a les bons résultats sur ce problème-là. Donc, donc, temps de préparation, temps d'exécution, résultats finaux, avec l'écart type, hein. Donc, voilà, le chiffre de 13,09 exactement, mais 13,1 jours est le calcul exact avec cet écart type ici sur les... Voilà, et il donne la synthèse. Donc, alors, je vous ai montré le cas qui marchait alors que je voulais vous parler d'erreur, mais en réalité, c'est parce que si vous l'appliquez, on ne va pas le faire pour pas perdre trop de temps là-dessus, mais vous pourrez le faire, hein, reprendre, je mettrai ça dans l'article dont je vous ai parlé, pour que vous puissiez refaire les choses de votre côté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les erreurs de raisonnement sont un sujet important à partir du moment où on pose finalement des sujets qui demandent du raisonnement. Et ça veut dire qu'il faut en tenir compte, hein, et qu'il faut anticiper ça et effectivement comprendre quel va être le modèle dont on va avoir besoin, et est-ce qu'un modèle de raisonnement avec donc du chaîne de pensée est nécessaire. Donc voilà, c'est important d'anticiper ces erreurs possibles. Il faut aussi avoir conscience, enfin, avoir cette information que c'est vraiment le domaine qui progresse le plus en ce moment. Et donc, ça veut dire qu'il faut se tenir un peu au courant de l'évolution de ses capacités vis-à-vis de tâches de test qui demandent du raisonnement, du calcul, comme celle que je viens de vous proposer ici. Alors, j'ai 4 slides là, hein, qui vont un peu résumer ce qu'on a dit. Donc, d'abord, anticiper les erreurs de l'IA. Eh bien, il faut se poser les questions. C'est-à-dire que quand on est en train d'analyser la tâche pour laquelle on aimerait bien que l'IA nous accélère notre travail, eh bien, lorsqu'on la formule, est-ce qu'elle est claire? Est-ce que nous-mêmes, est-ce que voilà, on sait l'expliquer aux collègues? Est-ce que c'est pas de la magie l'IA, hein, c'est de l'inférence statistique comme on l'expliquait? Et donc, si évidemment, si par exemple on donne une tâche de couverture de test et que on n'explique pas bien ce qu'on entend par couverture, on a peu de chances d'avoir le bon résultat. Si la tâche est claire, est-ce que les données sont suffisantes, hein? C'est-à-dire, est-ce que effectivement je nourris mon LLM, je le mets en contexte de façon suffisante, de façon assez complète pour pouvoir faire la tâche. Sinon, je n'aurai pas le bon résultat. Est-ce que le problème que je pose est un problème qui va nécessiter du raisonnement? Et si oui, ben, est-ce qu'il va être capable de le faire? Et évidemment, les nouveaux modèles sont beaucoup plus puissants sur ce plan-là, mais est-ce que j'ai accès à ces nouveaux modèles? C'est pas sûr. Donc, ça fait partie des questions à se poser. Donc, anticiper, c'est se poser des bonnes questions. Évaluer, alors évidemment, les erreurs de l'IA n'ont pas tous la même conséquence, hein. Par exemple, lors de la journée technique IA, on a eu une belle présentation d'AXA qui utilise l'IA comme un quatrième amigo pour générer des questions sur les user stories. Et en gros, il y avait, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais 60% des questions qui étaient pertinentes et qui amenaient de la valeur au groupe, et 40% qui n'étaient pas, mais c'était très facile à discriminer. Donc, du coup, il y a effectivement du non pertinent qui est généré, mais le risque est faible parce qu'on sait rapidement discriminer et que c'est finalement pas un problème. Donc, ils n'ont pas cherché vraiment à supprimer ces questions non relevantes. Ils ont l'habitude et ils ne gardent que celles qui apportent de la valeur. Donc, vous voyez, et c'est important parce qu'on sait qu'il a fait des erreurs, mais les erreurs de l'IA ne sont pas forcément un problème grave, et là, c'est le cas. Ce n'est pas grave. C'est tout à fait gérable. Ils vivent avec en obtenant beaucoup de valeur. Et puis, dans d'autres cas, bien évidemment, si on comment dire, s'appuie sur l'IA pour analyser et que c'est la source de confiance, hein, par exemple la couverture de test, là, on prend des risques, et des risques forts. Donc, vous voyez,
il y a évidemment anticiper le risque d'erreur, mais il y a aussi quel est l'impact du risque d'erreur. Et après, il y a le détecter. Alors, détecter, ben, écoutez, il n'y a pas non plus, il y a des méthodes éprouvées, mais pas de magic bullet qui automatiseraient la chose, hein. Basiquement, les deux meilleures méthodes que je connais, c'est que je pratique, c'est évidemment la revue par l'humain qui va dépendre de l'anticipation qu'on fait et puis du risque. Et puis, le test dos à dos est pas mal aussi. C'est-à-dire que, alors évidemment, ça nécessite d'avoir accès à différents modèles, mais lorsque on applique la même tâche sur différents modèles et qu'on voit des grands écarts, par exemple sur le calcul, hein, ce qui est le cas lorsque j'utilise des modèles un peu moins puissants que sur le calcul de l'effort de thèse, ben, je m'aperçois que euh, forcément, il y a un problème quelque part puisque tout le monde ne calcule pas le même résultat. Et par contre, si je suis rassuré par le fait qu'avec donc des modèles différents, j'obtiens les mêmes résultats, je peux vérifier aussi les étapes à la main. Donc voilà, le test de Hadot et la revue main. Alors parfois, évidemment, on cherche à avoir des méthodes de vérification automatique, mais vous imaginez bien que si on génère par exemple des cas de test manuels ou des critères d'acceptation, c'est très difficile d'avoir une analyse automatique. On peut partiellement, mais c'est pas facile à implémenter et, 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 et partiel. On peut, sur d'autres exemples, par exemple, on génère du code exécutable. Ben, est-ce qu'il est exécutable, oui ou non? Évidemment, du code de test hein, exécutable, ça, c'est une vérification automatisée. Donc, dans certains cas, on peut automatiser la vérification. Et puis, pour terminer, ben, sur justement cette un peu synthèse, hein, euh, clairement, il y a un travail sur le prompting. Alors, quand je parle de prompting, je parle du requêtage, mais avec les données. C'est-à-dire que c'est non seulement les consignes qu'on donne, mais c'est aussi évidemment donc la façon dont on met en contexte, c'est-à-dire les données qu'on passe. Voilà. Alors, moi, je vais terminer en rappelant un peu la feuille de route hein, que j'avais présenté ça en juin là, ou en juillet dernier. Euh, c'est clair que la mise en œuvre de l'IA elle doit être progressive, elle doit être évaluée et elle se fait sur différents use cases. Ce qui veut dire que finalement, ce cycle découvrir, initialiser et puis finalement déployer de façon, eh bien, ça ne va pas se faire. C'est pas un seul cycle, c'est autant de cycles qu'on a de cas d'usage. Hein. Il faut imaginer ce cycle-là euh, comme autant de cycles qu'on a de cas d'usage, mais dans tous les cas, il y a nécessité de monter en compétences. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on a évidemment cherché à faire, en tout cas à partager avec la formation par la pratique, hein, parce que finalement, monter en compétences sur l'IA générative, c'est comprendre ses fondamentaux, tels que j'essaie de les partager là, sur les sources d'erreurs, mais c'est pratiqué pour avoir une conscience opérationnelle hein, des choses. Je vous ai mis voilà, les dates des prochaines formations et puis évidemment en intra-entreprise. Donc ça fait une année hein, bientôt qu'on opère cette formation. On en est à la version 4 et finalement, ouais, voilà, on s'est aperçu que ça répondait bien aux besoins. Donc voilà, vous avez l'info. OK, vous avez mon contact. Donc, vous pouvez me contacter, puis on va finir. On a, je sais pas, Emma, on a combien de temps pour, voilà, pour pas abuser? Peut-être une dizaine de Encore, minutes? Ouais, oui, 10 minutes, ça me paraît bien. voilà. Donc, vous avez le chat à votre disposition, et puis Emma va, voilà, prendre les questions pour me les donner pour que moi je reste, voilà, concentré. Donc, Emma, je Oui. te laisse, voilà, dire les questions. Alors, on avait une première question, c'était pour l'élaboration des user stories. Il semble que le plus pertinent soit de proposer une user stories rédigée à l'intelligence artificielle en la mettant au défi de proposer des questions sur cette user stories. Cette méthode permettrait, dans 2 tiers des cas, de recevoir des questions pertinentes, enclines à faire améliorer la rédaction. Qu'en pensez-vous? Ah oui, excellent, hein. Ben, je l'ai un peu évoqué et effectivement, en fait, il ne faut pas voir l'IA que comme un producteur, mais aussi comme un évaluateur, mais aussi comme un sparring partner. Parce que les connaissances accumulées dans l'IA, enfin dans les modèles hein, d'IA générative sont importantes et que ça va amener à des suggestions au-delà
de ce que nous on sait. Donc la réponse est oui. Vous voyez, c'est vrai que je me suis polarisé plutôt sur la génération, mais l'utiliser en sparring partner, pose des questions, indique-moi qu'est-ce que voilà tu verrais qui manque et pose, etc. C'est très pertinent. Mais on le voit que ça, c'est bien dans un dialogue humain-IA qui s'instaure. Et c'est une très bonne façon de travailler. Ensuite, on a une autre question. L'IA peut être utile dans les tests d'automatisation. J'ai essayé d'automatiser les tests d'un site avec GPT-3.5 en utilisant Playwright, mais sans succès. Oui. Alors, il y a deux réponses à ce constat qui est fait par la personne. C'est déjà que, effectivement, il y a eu une amélioration assez forte dans les modèles récents sur les capacités. Puis après, il y a peut-être la façon de l'utiliser. C'est-à-dire que, en fait, si on demande une tâche assez large, par exemple, on demande de produire le code, voilà, même sur même sur un cas de test complet, sans donner beaucoup d'informations, par exemple sur les mots-clés qu'il pourrait utiliser, ou sur les actions concrètes, par exemple sur les locateurs, si on parle de ça, ou sur une API, on ne va pas avoir beaucoup de succès. Donc, vraiment, je dirais que le conseil que je donnerais, c'est de découper la tâche en sous-tâches, d'y aller par partie et de construire finalement sur un apport de l'IA qui est assez segmenté, sur des morceaux assez précis et pour chaque sous-tâche ou tâche précise, bien alimentée avec les bonnes données et travailler sur son prompt. Donc, ben, ça se retente. Voilà, il y a quand même, moi, je vois quand même pas mal de succès sur la use case automatisation. Donc, voilà, pensez au nouveau modèle et enfin, au modèle plus récent et puis à un travail en découpant la tâche. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions, je pense. Euh, donc, on avait, est-il possible de réduire drastiquement les erreurs de compréhension et de réponse en faisant vérifier une réponse donnée par un autre modèle? Alors oui, j'aurais dû le mettre parce que c'est effectivement une bonne tactique qui se développe depuis quelque temps. Il y a même, si vous surveillez un peu les classements des modèles, il y a un nouveau classement qui s'appelle LLM as a Judge, qui en fait classe les modèles dans leur capacité de vérification. C'est-à-dire que sur une tâche donnée, un LLM produit quelque chose et on va évaluer l'évaluation pour classer les modèles dans leur capacité à évaluer. Donc la réponse est oui, c'est une très bonne piste, ça se développe et c'est la voie d'avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, on va arriver dans un monde où les LLM contrôleront ce qu'on fait un autre LLM pour nous continuer à nous simplifier la tâche. Ensuite, dernière question ou peut-être avant-dernière. À l'heure actuelle, quels sont les modèles les plus adaptés pour le testing? Ah, bah, celui que vous avez, parce que si vous ne l'avez pas, alors l'actualité est quand même très forte, quoi. Je veux dire par là que euh, donc vous voyez par exemple, j'utilise un autre agrégateur de modèles. Là, on peut lui poser cette question-là, mais c'est pour vous montrer euh, donc c'est pour répondre à la question. Donc je vais mettre ce prompt. Cet agrégateur s'appelle Mammouth. C'est une boîte française que j'ai découvert finalement il y a peu de temps et voilà que je suis en train d'essayer. Et lorsque je mets ma requête, donc c'était la première, vous voyez, je vois apparaître les modèles qui me sont accessibles ici. Et quand on regarde donc ces différents modèles, alors c'est bizarre parce que j'avais plus de modèles ce matin. J'avais en particulier le modèle DeepSeek là que je vois plus. Mais j'imagine c'est parce que le serveur doit être cassé. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que j'ai les modèles dans leur dernière génération. Et là, vous voyez ici avec ce petit chapeau là,
de grands diplômés d'universités américaines, c'est les modèles de raisonnement. Donc, je dirais que ça va dépendre de la tâche. C'est-à-dire sur une tâche qui peut être finalement un peu commune et ben peut-être prendre un modèle pas trop cher, comme par exemple si on va sur OpenAI et que je définis une nouvelle tâche, si je regarde les modèles, ben, peut-être aller sur quelque chose comme O2 mini, alors voilà, sur GPT-4 O2 mini, par exemple, et que, bon, alors là, c'est pas forcément très bon, ma requête, puisqu'on a vu que ça marchait pas très bien sur il hallucine, mais ce que je veux vous dire, c'est que 4 O2 mini est 100 fois moins cher, non, je sais plus l'ordre de grandeur, mais significativement moins cher que 4O. Donc, si c'est suffisant, c'est suffisant. Donc, la réponse à quel est le meilleur modèle, c'est que ben, il faut voir quel est le type de tâche, il faut voir quels sont les coûts, il faut voir si on a besoin de raisonnement ou pas, si on a besoin de passer des images ou pas, des images écran, et qu'il faut tenir compte de ces différents paramètres pour essayer d'optimiser le choix de son modèle. Et que si un modèle pas trop cher suffit, enfin moins cher que d'autres, en tout cas, les modèles de raisonnement sont extrêmement chers, eh ben, il faut prendre un modèle moins cher, comme par exemple 4O Mini, ou là, celui qu'on va retrouver ici sur la plateforme qu'on utilise en formation. Par exemple, Mistral Nemo est un modèle qui coûte très peu cher voilà, en traitement. Peut-être encore une question. Donc voilà, hein, la réponse, c'est ça. Il faut un peu suivre cette actualité, puis aussi faire attention au prix et au coût énergétique. Et ça sert à rien d'utiliser un marteau pilon voilà, pour écraser une mouche, hein, vous savez. Mais si on dit de bien dimensionner les modèles qu'on utilise, tout en étant évidemment attentif aux erreurs qu'ils peuvent produire. Alors, bah, du coup, dernière question. Ces erreurs disparaîtront-elles dans un futur proche grâce au progrès de l'apprentissage? Alors, dans l'absolu, la réponse est non. Dans la réalité, c'est qu'il y a des progrès, hein, on le voit, hein, c'est même impressionnant. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à une IA en totalité. Voilà, c'est comme ça. Donc, et ça sera vrai demain. Ça sera tout à fait vrai demain. Hein, on est sur des systèmes non déterministes qui ont un comportement aléatoire pour partie, qui travaillent sur de la probabilité statistique et sur lequel un petit changement dans le prompt change la réponse. Et ça, c'est pas près de, c'est juste structurel, quoi. C'est comme ça que ça marche. Donc, mais pour autant, ça a quand même beaucoup de valeur et donc, ben, il faut que nous, on s'approprie ça, qu'on comprenne les risques d'erreur sur ce qu'on leur fait faire, qu'on soit un peu effectivement imaginatif pour évaluer les résultats et qu'on acquiert de l'expérience pour effectivement diminuer les risques, mais il n'y aura jamais de risque zéro d'erreur avec l'IA générative. Jamais. J'avais un Avec commentaire, les... Ouais. que je trouve, Mhm. assez pertinent, auquel Oui. je pense on peut prendre deux minutes pour répondre. Donc c'est, une personne qui dit: «Je pense que l'IA doit se spécialiser dans des domaines spécifiques pour être véritablement efficace, en se concentrant sur des secteurs particuliers. L'IA peut approfondir ses connaissances et compétences, offrant ainsi des solutions plus précises et adaptées. Par exemple, pourquoi pas une IA spécialisée au domaine du test?» Mhm. Alors, c'est clair hein, que c'est l'avenir aussi. Je dirais pas au domaine du test, parce que finalement, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas d'usage dans le test, mais par exemple, sur l'analyse de log, d'exécution de test, on peut très bien avoir des plus petits modèles qui seraient entraînés sur des logs et qui seraient très pertinents sur des logs. Et, par exemple, des logs voilà, d'exécution de Robot Framework ou d'autres. Donc, un modèle spécialisé généraliste pour le test, j'y crois pas un instant, parce que les tâches sont trop diversifiées hein, entre celles qu'on a évoquées. Mais effectivement, pouvoir bénéficier de modèles spécialisés et fine-tunés, hein, qui soient spécialisés et donc beaucoup moins consommateurs d'énergie et beaucoup plus pertinents dans les tâches, je pense que c'est effectivement un avenir possible.
en tout cas, enfin, un avenir clair. Donc la réponse est oui, hein, sur cette orientation-là. Et voilà, j'imagine qu'on va voir arriver ça petit à petit dans les années qui viennent, parce que l'IA est faite pour durer. Alors, bah, on vous remercie, hein, d'être, voilà, d'avoir participé. Euh, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, on va y prêter attention, et puis dans l'article de blog, ben, on va pouvoir reprendre les sujets qui n'ont pas été traités, hein, de façon, et puis vous serez informé, hein, de la publication de cet article de blog. Et puis voilà, hein, je peux vous annoncer que le suivant portera sur le RAG, et puis que d'ici là, peut-être, voilà, vous serez intéressé par notre belle formation. Donc, bah, merci à vous, et puis à bientôt, je pense.